Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Pierre, ça va ? Salut Baptiste, eh ben oui, ça va très bien, merci pour l'invitation. Écoute, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Alors Pierre, tu es le DRH de Youno, qui est une EdTech. Alors, tu nous expliquer en détail ce qu'est Youno, excuse-moi. Vous êtes spécialisé dans le digital learning. Vous êtes aussi pionnier sur un certain nombre de formats de formation avec du distanciel. On va creuser ça un petit peu ensemble aujourd'hui. L'idée, c'est qu'effectivement, on puisse voir ensemble quelles sont les bonnes stratégies, en tout cas les choses auxquelles faire attention quand on parle de digital learning. Et au-delà de ça, je sais que tu écris beaucoup sur le domaine RH, tu es DRH toi-même, je l'ai dit, tu travailles beaucoup sur les nouveaux enjeux de l'apprentissage. Tu as répondu très vite quand je t'ai invité pour parler de Learning by Doing. Donc vraiment, je suis ravi de te recevoir. Et puis j'ai une première question, en tout cas une première invitation, c'est celle de t'inviter à compléter ce petit portrait, nous expliquer un petit peu ton background et présenter bien mieux que moi ce que fait Youno aujourd'hui. Ok, eh ben merci déjà pour le portrait, qui est assez fidèle. Qu'est-ce que je peux dire en complément? Moi, j'ai toujours travaillé dans le monde de la formation et chez Youno, j'ai deux métiers. Je suis DRH, on est une entreprise de 50 salariés et on a grandi très vite, donc je travaille beaucoup sur les sujets de culture d'entreprise et pas mal sur des sujets de future of work, alors qu'on sélectionne pas tous chez Youno, mais on en a besoin pour notre développement, on pourra y revenir si besoin. Et l'autre moitié de mon temps, j'ai un titre un peu pompeux qui s'appelle expert en digital learning. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais une veille, ça fait 8 ans que je suis chez Youno, sur toutes les évolutions de la formation professionnelle, que ce soit sur un plan pédagogique, réglementaire, technologique ou les pratiques des entreprises, et je les restitue dans des conférences, des podcasts comme le tien, pour essayer de faire avancer la cause de la formation professionnelle, dont le secteur est un peu plus traditionnel que les autres secteurs. Et ça, je le fais chez Youno. Youno, en deux mots, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est l'organisme de formation spécialiste de ce qu'on appelle l'impact learning. Nous, on ne croit pas dans une seule approche pédagogique. On considère que beaucoup d'approches pédagogiques peuvent être combinées et permettre d'atteindre les objectifs des entreprises qui nous font confiance pour former leurs salariés. Donc ça veut dire quoi l'impact learning? C'est de proposer des formations qui ont un réel impact. Donc il y a un avant-après, on transforme les compétences et les comportements des apprenants qui suivent nos formations et on présente des résultats mesurables aux entreprises. Parce que c'est pas juste une promesse marketing de « ah c'est un nouveau terme, on a des formations qui ont de l'impact ». Non, on le démontre, même si l'évaluation dans le secteur de la formation pro c'est un peu un parent pauvre. En fait, même pour des compétences transversales, ce qui est notre spécialité, gestion de projet, soft skills ou communication, on peut observer et mesurer l'évolution des compétences et leur transposition en situation de travail. Et ça devrait être la finalité de toute action de formation, mais pour différentes raisons qu'on pourra commenter si tu le souhaites. Le secteur, il a plus proposé plein d'actions de formation, on a payé cher, parfois les résultats étaient atteints, parfois non, mais on s'en souciait peu, jusqu'à l'arrivée du Covid, où les restrictions budgétaires ont fait que les directions financières ont dit « nous, on veut savoir quel est le retour sur investissement de ces actions ». C'est chouette, on parle enfin d'évaluation de l'impact de la formation dans tout le secteur. Trop bien. Bon, on va revenir sur ce sujet du ROI de la formation, parce que effectivement, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup, qu'on a, je pense, dans quasiment toutes les discussions qu'on a avec nos partenaires et nos clients, qu'on a eu plusieurs fois d'ailleurs dans ce podcast. Donc, on va revenir là-dessus. Avant de deep diver dans ce sujet, moi j'avais une question un peu plus globale sur les enjeux actuels de la formation. Alors je sais que tu écris beaucoup là-dessus, tu partages beaucoup aussi sur LinkedIn notamment sur ces sujets. Si je te demandais là un peu le top 3 des sujets, alors on se parle, on est fin septembre 2022 pour les gens qui nous écoutent beaucoup plus tard. Aujourd'hui, il y a quoi sur le haut de
sur le haut de la pile du learning manager, du DRH qui s'occupe de ces sujets learning? Alors, je vais être un peu provoque, je vais juste te répondre par ce qu'il ne devrait pas y avoir. Il ne devrait pas y avoir Ou les nouvelles technologies de type réalité virtuelle, intelligence artificielle, adaptive learning. Et en fait, ça fait beaucoup parler et ça attire. Ce sont des sujets hyper intéressants et on les voit dans la veille. Je pense que c'est pas du tout le premier enjeu. Ça peut répondre à des besoins de niche et encore à supposer que ces technologies soient vraiment prêtes pour être appliquées à la formation. Parce que c'est quoi les vrais enjeux, la fin septembre 2022? On sort de 2 années de Covid. Il s'est passé quoi? Il y a eu distancialisation massive du travail pour tous les jobs qu'on peut faire à distance. Et ça a eu un gros impact sur la formation qui s'est aussi beaucoup distancialisée. Au début, ça a été fait vite fait comme on pouvait, surtout pour ceux qui avaient jamais fait de distanciel. Et puis petit à petit, les expériences ont commencé à s'améliorer. Mais l'expérience moyenne de formation en ligne aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante. Et donc pour moi, la top priorité, c'est de s'assurer juste dans la digitalisation, pas besoin d'amener plein de nouvelles technologies, de nouvelles plateformes, juste dans la transposition en ligne des formations qu'on fait depuis des dizaines et des dizaines d'années, on respecte les codes pédagogiques de base qui sont, il faut qu'on soit accompagné par un humain, pas par un chat avec intelligence artificielle ou par des avatars virtuels. Il faut qu'on collabore avec d'autres humains. Et là aussi, c'est pas juste des forums de discussion, il faut qu'il y ait beaucoup de temps synchrone, pas trop, mais il faut garder l'humain aussi avec les autres personnes dont on va parfois apprendre plus que du formateur. Et enfin, il faut qu'on mette en pratique. Alors déjà que la formation présentielle, il n'y avait pas beaucoup de mise en pratique. Quand ça a été digitalisé, la mise en pratique s'est transformée en quiz et en activité fictive dans un bac à sable. Mais un quiz, c'est pas de la mise en pratique, c'est pour valider des connaissances. Et quand on forme, on permet de développer des compétences. Et c'est, on le dit depuis la nuit des temps, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas en regardant des vidéos et en faisant des quiz. Pour moi, c'est ça les principaux enjeux de la formation. Et il y en a un notamment pour les grandes entreprises qui vient s'ajouter à ça, c'est avec la multiplication des modalités et des outils, de garder une offre simple pour les salariés, pour qu'ils aient un seul point d'entrée et que on ne bride pas leur envie de se former en leur complexifiant la tâche avec trop de thèmes, trop de modalités différentes, qui découragent assez facilement l'engagement dans la formation. Ok, c'est hyper clair. On voit bien les enjeux. Alors on va prendre moi je suis très orienté solution, donc on va essayer de voir. Alors, tu vas sûrement me dire que c'est la solution de Uno qui est la meilleure. Enfin, en tout cas, non. On va voir. Je plaisante. Mais globalement, une fois qu'on a dit effectivement, il y a un enjeu de faire qu'il y ait des temps synchrones, qu'il y ait de l'échange entre participants, qu'il y ait de la mise en pratique. Euh, Aujourd'hui, si tu dois jauger, je sais pas, une offre de formation, en tout cas quelque chose qui arrive sur ton bureau, alors forcément, toi, tu es jugé parti un petit peu là-dessus. C'est quoi vraiment les choses que tu regardes? C'est la répartition du temps entre de la synchrone du synchrone, c'est la durée totale, c'est qu'est-ce qu'on fait après la formation pour s'assurer effectivement qu'il y ait une mise en pratique. C'est quoi un petit peu les comment dire, je sais pas, les ingrédients clés que tu aurais dans un programme de formation ou d'accompagnement idéal? Alors pour moi, pour la plupart des projets de formation, parce que selon les objectifs, évidemment, ça peut changer, mais disons que les ingrédients clés, ils rejoignent des enjeux dont je parlais. Il y a le full synchrone que si c'est nécessaire, donc que ça soit du présentiel ou du distanciel, d'avoir une formation 100% synchrone, c'est assez contraignant pour tout le monde, donc c'est que si c'est jugé comme indispensable. Sinon, pour moi, il faut qu'il y ait, que ça soit l'offre Youno ou moi en tant que DRH pour mes collaborateurs, où il y en a plein qui vont se former en dehors de l'offre de formation Youno, c'est qu'il y a un minimum de temps asynchrone pour optimiser l'apprentissage et surtout l'étaler dans le temps. Donc on a du synchrone et l'asynchrone et tout n'est pas condensé à, on ne devient pas chef de projet en 2 jours consécutifs ou on n'a pas confiance en soi en 2 jours consécutifs. Ça n'existe pas. Donc répartition synchrone asynchrone et en général pour moi c'est dur de faire des normes, mais j'aime bien le un tiers synchrone, 2 tiers asynchrone. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour apprendre en autonomie. Et il n'y a pas besoin d'autant de synchrone qu'on l'imagine. Il faut que ce soit étalé dans le temps. Alors là, ça dépend de la durée de formation, mais si c'est 12 heures, là, je me fie à notre modèle Youno. Nous, c'est 12 heures étalées sur 4 semaines. Et ça a toujours tellement bien marché que j'en ai fait ma conviction que c'était un bon format. Et je reviens sur la mise en pratique. Il faut qu'il y ait un maximum de mise en pratique. Et là, pour être très simple,
ma métaphore préférée, c'est avec le code de la route ou l'apprentissage de la conduite. Est-ce que la formation qu'on propose, elle ressemble plus à l'apprentissage du code de la route, ou est-ce que on va mettre les personnes directement en situation et sans leur avoir donné tous les prérequis pour qu'elles essayent par elles-mêmes, qu'elles voient ce qui marche pas, puis qu'elles soient intéressées par la théorie pour aller apprendre quelques concepts, réessayer à nouveau. Si il y a cette promesse de fusion, je mets en pratique, je redécouvre les concepts, et en plus, si je peux le faire en situation de travail, là en général, ça emporte mon avis pour me dire, a priori, ça a l'air d'être une bonne expérience de formation. Et puis, selon les enjeux, il faut qu'il y ait de l'accompagnement ou non, du coaching ou non. Ça, c'est trop variable d'un projet à un autre. Ok, merci beaucoup pour ces éléments, c'est super clair. Moi, je te propose qu'on passe au sujet du ROI ou de l'impact, comme tu le disais au départ, c'est-à-dire comment mesurer l'efficacité d'une formation dans un contexte où, alors je pense qu'on va parler aussi du sujet de la charge mentale quand on parlera des enjeux du futur du travail, mais où les agendas sont ultra remplis, ou en tout cas je pense aux managers notamment, mais en réalité l'intégralité des collaborateurs sont pas mal en prise avec le quotidien. Comment on fait en sorte, j'allais dire, d'insérer la formation dans ce contexte-là, et deux, de mesurer, trouver un moyen de mesurer l'impact de ces formations. Alors, on va peut-être essayer de l'illustrer. Je ne sais pas si tu as un ou deux exemples à me donner, parce que mesurer l'impact pour mesurer l'impact, j'imagine que selon la typologie, la cible qu'on a, la durée du programme, c'est pas tout à fait la même chose. Mais est-ce que tu aurais quelques billes à nous donner là-dessus? Ouais, je vais simplifier pour aller à l'essentiel. Si on prend l'exemple de la prise de parole en public, moi c'est mon exemple préféré parce que c'est à la fois simple de montrer comment il peut prendre du temps dans le temps de travail, et c'est une remontée qu'on a de manière unanime. Les personnes n'ont pas trop le temps de se former, donc nous on doit jouer avec ça, et c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Et c'est pas des matrices très compliquées, parce que si on demande de remplir des questionnaires de dizaines et de dizaines de questions, les gens le font pas. Alors déjà parce qu'ils n'ont pas le temps, mais même s'ils avaient le temps, personne n'a envie de remplir ces questionnaires parce qu'on voit pas trop l'intérêt. L'intérêt il est surtout pour l'organisme de formation. Donc comment on fait pour pour mesurer? Nous depuis janvier 2022, on a essayé quelque chose. Je le dis tout le temps, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai eu peur. On a voulu prendre un parti pris un peu radical. On s'est dit, l'auto-évaluation qu'on va demander aux personnes, on va la rendre obligatoire. Et moi, vu que je voyais qu'on n'avait pas un taux de complétion de 100%, je me disais, mais si on rend obligatoire, on risque d'avoir du décrochage avant même que la formation commence. Et en fait, en rendant ça obligatoire, mais en l'intégrant nativement dans l'expérience de formation, plutôt qu'en faisant une brique avant une brique d'auto-évaluation, là, c'est juste une page quand on navigue sur notre plateforme où on va dire tel comportement, je l'ai à telle ou telle fréquence. Quand je m'exprime en public, je me sens un peu stressé, moyennement, très stressé. Quand je prends la parole en public, j'ai déjà préparé en général ce que je vais dire. Je prépare que les points importants, ou je prépare jamais mes prises de parole. Donc des choses auxquelles tout le monde peut répondre. En fait, ça crée une sensibilisation. On commence déjà à découvrir. Évidemment, en répondant à la question, on se dit tiens, si ça il me pose la question et que moi je le fais pas souvent, c'est peut-être un sujet sur lequel je vais devoir travailler. Et donc on n'a pas eu de décrochage. Notre taux de démarrage de formation, il a augmenté depuis. Donc je pense pas que ça ait influé à la hausse, mais ça n'a pas impacté à la baisse sur notre volume apprenant. On forme à peu près 20 000 personnes par an, donc je pense qu'on a des données dont je peux tirer cette conclusion. Donc c'est obligatoire, c'est des comportements très simples où n'importe qui peut s'auto-évaluer sans tomber dans les biais de... Si on demande de savoir si on est bon sur telle ou telle compétence, déjà c'est dur et on a plein de biais. On n'est pas fait, le cerveau humain n'est pas fait pour savoir bien s'auto-évaluer. Et ensuite, on va proposer des actions qui sont simples à faire en situation de travail. Parler en public, comment on fait? Premier niveau de mise en pratique, je me filme tout seul derrière ma caméra, je le fais autant de fois que je veux, puis je vais poster la vidéo sur la plateforme, j'ai des feedbacks du formateur et de mes pairs. Là, je l'ai fait dans une zone confortable. Deuxième niveau, je le fais dans une classe virtuelle en synchrone, donc je suis toujours pas en situation de travail, mais j'ai le côté direct où j'ai droit qu'à un passage. Et du coup, là, j'ai commencé à développer cette compétence, et après, on me lâche dans le grand bain, on me dit, va faire une prise de parole, que ça soit une conférence, une réunion client, une prise de parole dans une réunion d'équipe, et demande à quelqu'un de te filmer, et puis tu reviens avec la vidéo, tu la poses dans la plateforme et on te fait un feedback. Et en fait, ça n'a pas pris plus de temps à la personne, puisque de toute manière, elle aurait fait cette prise de parole. Donc on essaie de trouver toutes ces occasions, dès que c'est compatible avec la compétence à développer, pour que ça soit intégré ou que ça demande à peine plus de temps
dans le temps de travail, sinon les gens le font pas, donc faut pas se leurrer, il faut trouver des manières astucieuses de le faire. Et à la fin de la formation, euh, on mesure la satisfaction comme tous les organismes de formation, et un mois après, on va les reposer les mêmes questions avant une prise de parole. Est-ce que je me sens stressé un peu, pas du tout? Et tout ça, on le relie à des compétences et on donne le avant-après à la personne pour qu'elle puisse voir là où elle a progressé, avec des actions à faire. Si tu veux continuer de progresser là-dessus, voilà les actions que tu peux faire. Parce que c'est pas parce que la formation est terminée qu'il faut arrêter de faire des actions, mais on donne aussi ces informations aux responsables formation pour qu'ils puissent avoir des actions plus larges. Même si nous, on a terminé notre travail, on permet de faire en sorte que la formation soit continue. Donc là, j'ai donné des exemples sur les compétences humaines qui sont normalement les plus complexes à évaluer. Quand on est sur des compétences techniques, langue ou autre, c'est un peu plus facile, à condition de réussir à faire en sorte que les gens ils aillent remplir ces auto-évaluations ou ces tests. Ça reste un défi aujourd'hui. Ok, très clair. Donc, auto-éval obligatoire en démarrage. Et après, tu reprends les mêmes questions, mais un mois après pour suivre un peu l'ancrage, quoi. Obligatoire si c'est intégré nativement dans l'expérience de formation. Il ne faut pas que ce soit une brique sur un autre outil de je veux Oui. m'auto-évaluer. Sinon, on a du décrochage. En tout cas, c'est ma conviction. Non, mais je te rejoins, effectivement. Moi, je sais que je parle de quiz ou d'auto-éval, je trouve que c'est un excellent moyen de rentrer dans une expérience. Tu dis, on est mauvais pour tu disais, le cerveau humain est Ouais. pas fait pour s'auto-évaluer. Et pourtant, on adore s'évaluer. On adore essayer d'avoir un miroir de qui on est. Ok, c'est super clair. Sur la partie impact, alors j'imagine que ça part pas mal de ces données-là, mais euh, quand tu formes alors je sais pas si vous formez des cohortes, mais quand tu formes plusieurs personnes, enfin si du coup vous faites des cohortes, puisque tu parlais de Ce sont tests des virtuels. promotions de 30 Ouais, personnes dans nos formations. Ouais. ok. Au niveau de l'impact, par exemple, donc ce qui est remonté auprès d'un DRH ou d'un learning manager, c'est quoi? C'est de la donnée agrégée sur ce qui a été produit par les élèves, c'est une éval du formateur. Enfin concrètement, comment tu mesures ça? Enfin, j'imagine qu'il y a le PS à un moment aussi. Mais... Alors, il y a aussi ça, mais la donnée principale, c'est les fameuses auto-évaluations dont on parlait. Pour le montrer au niveau individuel et au niveau du groupe, je vais donner un exemple très concret. On a formé dans une entreprise un certain nombre de managers et l'une des questions d'auto-évaluation était sur le feedback. Nous, on a dit, de ce qu'on voit, il y a un avant-après où les managers se sentent beaucoup plus à l'aise et compétents pour faire des feedbacks. On a ajouté quelques commentaires parce qu'on avait certains doutes sur le fait qu'ils étaient réellement bons pour faire des feedbacks après cette formation, vu ce qui s'est passé dans les activités. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas automatiser ou scaler. Ouais. C'est le formateur qui fait un commentaire pour dire il y a une culture du feedback qui a du mal à prendre, et on donne ces informations-là au service RH pour qu'ils puissent s'en emparer. Et là, ils nous ont dit, ce qu'on n'aurait jamais pu savoir, c'est évident, nos managers surestiment leur capacité à faire des feedbacks en tout cas tels que nous on imagine les feedbacks. Donc on leur donne des données très précises et des commentaires de formateurs ou d'organismes de formation, et eux s'en emparent ensuite. Il faut sortir du mythe, on peut donner tout plein de données qui parlent d'elles-mêmes, et on pourrait proposer un plan d'action prêt à l'emploi pour l'entreprise. Je pense que, sauf peut-être sur des sujets très précis et très simples, mais sinon je pense que c'est un mythe et que c'est beaucoup trop compliqué à atteindre, ou peut-être dans 20 ans, l'intelligence artificielle aura résolu ça, mais on a vu que c'était pas l'enjeu de cette année. Hyper clair. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi l'autre facette, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on forme les gens que tout va changer du jour au lendemain. Enfin, il y a vraiment ce sujet, comment dire, la formation est souvent une prise de conscience en réalité des premières choses, et ça initie un mouvement un peu plus global dans l'organisation. Donc là-dessus, je trouve ça effectivement super pertinent. Je propose qu'on passe à un autre sujet, qui est celui du futur du travail, et plus large. Alors, je sais pas, on reprend un tout petit peu de hauteur. Je le disais en introduction, tu écris aussi beaucoup là-dessus. Alors, Mm. j'imagine que tu te documentes beaucoup là-dessus, tu réfléchis beaucoup sur ces sujets. Tu animes aussi beaucoup de réflexions un peu en transverse dans l'écosystème sur ces sujets. On va commencer de la même manière que tout à l'heure. Est-ce que tu aurais je sais pas, un top 3 ou un top 2 ou un top 1 des enjeux actuels autour du travail? On parle du futur du travail, mais en fait, c'est le travail d'aujourd'hui. Des initiatives innovantes en matière d'expérience collaborateur, de façon de travailler en équipe que tu observes plus particulièrement. C'est pas facile que poser comme ça, mais je dirais que ce à quoi je suis confronté, parce qu'effectivement je lis beaucoup, je publie un maximum, et surtout j'interviewe plein de RH qui sont
je trouve inspirant sur le Future of Work, qui arrive déjà à faire des choses que moi j'imaginais pas possible dans des entreprises il y a quelques années encore, avec ma modeste expérience de RH. Et globalement, ça tourne souvent autour de l'expérience collaborateur, mais pas dans le sens juste j'ai une bonne expérience quand je vais dans une entreprise, j'ai une expérience de haut niveau qui me permet et d'être épanoui professionnellement et d'être performant et même d'avoir un bon équilibre, donc d'avoir un impact sur ma vie perso, ce qui est une équation à plusieurs inconnus et pas facile à résoudre, et une autre logique dans le rapport à l'autonomie, la transparence et la flexibilité. Les deux sont liés, mais c'est quand même deux sujets qui sont quasi systématiquement, je trouve, repris dans les mesures qui sont symboliques du Future of Work. Et si on prend des exemples de mesures, alors jusqu'à présent, celle qui avait fait le plus parler d'elle, je trouve, c'était les congés illimités et la transparence des salaires, qui ont Mm. des avantages et des inconvénients. Je dis pas que c'est très bien, mais je trouve que ça dit beaucoup de choses sur les attentes des collaborateurs et sur les entreprises qui mettent ça en place. Et là, le sujet qui fait beaucoup parler depuis un an et depuis la rentrée de ce septembre 2022, j'ai l'impression qu'il y a une explosion d'intérêt, aussi bien côté salarié que côté entreprise qui expérimente, c'est la semaine de 4 jours. Mm. Euh, et alors, on va pas faire des plans sur la comète sur ce que ça pourrait vouloir dire parce que selon les entreprises, c'est très différent. Et ce qui revient assez souvent, c'est on veut proposer un autre modèle et un autre rapport au temps de travail. Et je pense que cette année est favorable à ça parce que on a un contexte économique qui est inédit. Les entreprises, elles se retrouvent à devoir gérer des salaires du marché qui ont explosé parce que il y a des pénuries de talents dans plein de domaines. Donc les salaires explosent. Du coup, tout le monde voit qu'il y a d'autres entreprises qui payent mieux. En parallèle, il y a l'inflation. La date, elle est estimée à 5,8% à l'heure où on se parle. Comment les entreprises compensent cette inflation? À supposer qu'elles doivent le faire, comment elles le font? Et en parallèle, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des problèmes économiques. Il y en a qui parlent d'une Mm. récession. Et donc, il n'y aura pas forcément les moyens de répondre à ces attentes financières. L'une des autres manières d'y répondre, c'est de dire, en fait, plutôt que de vous répondre sur le terrain du salaire ou uniquement du salaire, peut-être qu'on peut aussi vous proposer de travailler moins, parce que la semaine de 4 jours, c'est pas comprimer toutes les horaires juste sur 4 jours. Hein. Sinon, ça c'est, en tout cas, c'est pas la bonne version, je pense, de la semaine de 4 jours. On vous propose d'avoir un autre équilibre de vie pour que vous ayez plus de temps pour vous, avec la promesse de beaucoup d'entreprises qui ont fait leur retour d'expérience de dire, c'est quand même incroyable, c'est que les gens maintenant travaillent moins. Ils sont pas devenus des robots en mode tout ce qu'on fait est ultra efficace. Il y a quand même encore un peu de perte de temps et d'état informel. C'est important dans l'expérience de travail, mais nos résultats sont meilleurs qu'avant, alors qu'on Ouais. travaille moins. C'est ce que j'allais dire dans l'équation. Je trouve aussi le fait, enfin, si on doit trouver des, comment dire, des éléments positifs dans les années Covid, on a su montrer qu'on savait être efficace à distance. Et ça, je pense que c'était le prérequis avant toute, enfin, j'allais dire expérimentation ou même essor de la semaine de 4 jours. C'est de dire, bah en fait, on sait travailler mieux en réalité. Et une réunion, c'est comme une formation. Quand c'est à distance et que c'est nul, les gens peuvent décrocher, cliquer sur la petite croix et s'en aller beaucoup plus facilement que quand on était coincé dans une salle de réunion, une salle de formation. Donc ça, au moins, ça a permis de le montrer à ceux qui se disaient non, nous, nos réunions sont efficaces. Oui, après ces 2 années, je pense qu'il y a encore plein d'améliorations à faire, mais c'est plus difficile de Ou se se, mentir à soi-même. ou se mettre en mute et se mettre en caméra éteinte et continuer à travailler sur son dossier. Ouais. Ouais. Je te, je te rejoins complètement là-dessus. Du coup, enfin, on va rentrer un petit peu sur le sujet. Je te rejoins totalement sur la semaine de 4 jours. Petite anecdote, ce midi, je déjeunais avec un de mes camarades qui est entrepreneur. Il lance une nouvelle boîte. Je crois qu'il a 2 salariés et il commence sur le mode semaine de 4 jours. Et il me racontait le dernier one-one qu'il a fait avec sa lead dev, qui lui explique que, bah, en fait, c'est génial. Et qui lui explique, bah, en fait, je pourrais pas revenir avant, quoi. C'est vraiment, alors je sais plus si elle a son mercredi ou son jeudi, mais de dire, mais en fait, c'est trop bien et je sais que les jours où je bosse, j'ai la tête complètement concentrée sur mon travail. Le jour de la semaine où je travaille pas, bah, je me ressource, du coup, quand je reviens, je suis d'autant plus efficace. Bon, je sais pas. C'était juste pour illustrer ton point. Est-ce que toi, tu as vu des organisations pionnières là-dessus où tu te dis, bah ouais, tiens, il se rapproche du bon modèle, ou tu vois des endroits où on commence à avoir suffisamment de retours d'expérience, cours d'apprentissage, voir un petit peu sur les erreurs les principales erreurs ou apprentissages de cette formule?
De ce que j'ai vu, le témoignage de LDLC me semble le plus pertinent parce qu'ils sont pas tombés dans pas mal de travers. Je vais donner une anecdote, sans citer l'entreprise. Il y a une entreprise qui est passée à la semaine de 4 jours et qui s'en vante. C'est bien de communiquer là-dessus parce que je trouve que ça tire les RH vers le haut, ça fait avancer cette cause-là. Par contre, il faut que ce soit en phase avec la réalité. Et moi, c'est une entreprise dont je suis client, et quand je communique avec eux, j'ai un message d'absence le vendredi, on est en semaine de 4 jours, je travaille pas, puis une heure plus tard, j'ai une réponse de la personne qui répond, alors que j'avais pas du tout demandé de répondre de manière urgente. C'est une entreprise du domaine RH. Peut-être. Ok. Du coup, enfin, ça illustre le travers c'est pas parce qu'on passe à la semaine de 4 jours que tout le monde va effectivement y passer. Et potentiellement, il va y avoir une semaine de 4 jours à deux vitesses dans l'entreprise, selon les métiers, selon les logiques de rémunération. Parce que ceux qui ont un variable se disent, ah, mais si moi je bosse encore un peu plus, j'aurai peut-être plus de chances de faire mes objectifs et donc d'avoir plus de variables à la fin du mois. Donc, il y a 1000 pièges dedans. Si je reviens à LDLC, ils ont plein de bonnes pratiques, ils les partagent. C'est très facile à trouver, hein. Vous tapez sur Google. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, Laurent de la Clergerie. Sur LinkedIn, il a fait des articles sur les pages LinkedIn qui sont faciles à trouver, où il détaille tout, ses doutes, les métriques qu'il mesure. Donc, allez-y, c'est hyper intéressant. Et il dit quelque chose qui, je pense, va aider à convaincre les directions ou les gens qui sont un peu réticents. C'est que, en fait, il dit souvent, on pense à la semaine de 4 jours, on se dit, bon, on va peut-être comprimer, mais il faut pas comprimer les choses. Mais au final, peut-être les gens vont quand même être fatigués parce qu'ils bossent 4 jours peut-être un petit peu plus. Et lui il dit, mais en fait, c'est pas ça. Il fait dans le sport. On a déjà résolu cette question depuis la nuit des temps. On sait que quand on fait trop de sport et qu'on se repose pas assez, on n'est pas performant, même à court terme. Il faut pas attendre la durée, même à court terme. Il dit, n'oubliez pas que la semaine de 4 jours, et je trouve cette phrase géniale. La semaine de 4 jours, vous avez chaque semaine un jour de plus pour vous reposer, et vous vous reposez d'une semaine plus courte puisque vous avez bossé que 4 jours. Et c'est ça qui fait qu'après vous êtes très performant et que en 4 jours vous allez arriver potentiellement sans bosser d'arrache-pied en étant ultra productif, mais vous allez bosser mieux et vous aurez plus de résultats. Et du coup vous partirez serein si votre jour off c'est le vendredi, vous partirez serein le jeudi soir alors qu'avant vous partiez stressé le vendredi soir, fatigué, vous aviez que 2 jours de repos. Et du coup cet état d'esprit me semble le bon pour aborder la semaine de 4 jours. Ça a fait ses preuves dans le sport et il y a une initiative de 300 entreprises qui ont lancé ça la semaine de 4 jours en Angleterre. Ça a été médiatisé. Les premiers retours d'expérience, ils sont arrivés là, il y a quelques jours. La quasi-totalité des entreprises ont communiqué dessus pour dire on reviendra pas en arrière. On n'imaginait pas les effets positifs que ça allait avoir sur l'épanouissement, la cohésion d'équipe. Même s'il y a un peu moins de moments informels, bah, on les savoure, et la performance de nos entreprises, puisque nos résultats sont en hausse. Je trouve ça hyper pertinent et tu vois, il y a un point. Alors, nous, chez Tip Bakery, on aide les équipes à mieux bosser ensemble. Donc, il y a une logique un peu d'accompagnement, de formation, mais toujours avec cette logique de dire, bah, tiens, comment on aide à animer le collectif. Et il y a un truc que je trouve super intéressant dans cette initiative, c'est de dire, le fait de dire à une équipe, proposer à une équipe de ne bosser que 4 jours au lieu de 5, c'est tout de suite les immerger de dire, OK, comment on va s'organiser pour faire autant, pour faire mieux. Et en fait, ça questionne un petit peu tous les comportements par défaut qu'on peut avoir et qui sont souvent source de frustration, incompréhension. Alors, temps perdu, je suis pas l'apôtre de la full productivité à 100% de son temps, mais globalement de se dire, bah tiens, on va déjà faire la chasse à tout ce qui fonctionne pas, ou en tout cas, on va avoir une discussion autour de ça. Euh, je sais qu'il y a il y a des équipes, même dans des grands groupes, qui se sont dit, bah tiens, nous, on continue à travailler 5 jours, mais qu'est-ce que ça, enfin, tu vois, en faire un Ouais. petit peu cet effort de projection dans le futur, en disant qu'est-ce que ça voudrait dire euh, par exemple, parce qu'ils voulaient faire un no meeting Friday en disant bah tiens le vendredi on n'a pas de meeting, on est vraiment focus sur nos tâches de fond, on dépile tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc on a eu un format un peu de rétro où ils se sont posés autour de ça. Euh, je trouve que l'exercice, même si effectivement à l'échelle d'une organisation ça me paraît hyper, enfin tu vois c'est hyper engageant quoi. Je trouve l'exercice hyper sympa à faire avec son équipe juste pour prendre un tout petit peu de recul et se dire bah ouais c'est aussi l'occasion de dire bah si on devait bosser autrement qu'est-ce qu'on éliminerait, qu'est-ce qu'on ajouterait, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on conserverait absolument parce que c'est ce qui fait le sel de nos échanges. Ouais, c'est pas neutre, hein. Merci. C'est complexe à Ouais, mettre en place, hein. merci beaucoup et effectivement mon camarade de déjeuner me parlait de LDLC
à titre d'exemple. Donc, ils ont une très bonne com aussi sur ce sujet. Ça donne, c'est top parce que ça donne envie à d'autres d'essayer. Et une petite précision dans les exemples qui sont intéressants, parce qu'il y en a qui disent ah oui, mais ça marche pas dans le monde du conseil parce qu'on vend du temps homme. Sauf qu'il y a tellement de problèmes de attraction et fidélisation des talents que bah si, Accenture sont passés à la semaine de 4 jours. Alors peut-être que c'était plus pour attirer et fidéliser leurs consultants dans la période de grande démission qui touche a priori plus ces cabinets de conseil que les autres secteurs d'activité, mais n'empêche qu'ils y sont passés quand même. Donc c'est pas incompatible avec même des modèles économiques où on vend du temps homme. C'est global ou c'est local, ça, Alors, de le ce que j'ai démarrage? compris des interviews, j'ai lu des interviews dans la presse généraliste, donc c'était pas très détaillé, c'était pas la presse RH, ça avait l'air global. Top, génial. Parce qu'effectivement, on a eu, c'est marrant parce qu'on a eu exactement la même discussion des gens. On dit, bah tiens, dans le conseil ou enfin, globalement, les entreprises qui vendent leur temps, comment tu fais? Parce que tu as de facto Mm. 20% de temps en moins. Donc, effectivement, ça oblige à envisager d'autres modalités aussi même de business. Ok, super clair. Je pense qu'on a fait, alors, on n'a pas fait le tour de la question de la semaine de 4 jours, non. On a déjà une petite idée. Est-ce qu'il y a une autre initiative là en ce moment que tu suis, dont tu voudrais qu'on discute, un sujet un peu qui est chaud pour toi? Bah, dans les sujets de Future of Work, il y a un autre sujet qu'on a connu nous chez Youno et qui semble pareil monter en actualité, et je pense pour de bonnes raisons, c'est la transparence des salaires. Hmm. Euh, Où au début c'était des mesures un peu isolées, et en fait le sujet a été pris d'une manière différente, et je trouve que c'est assez vertueux, où beaucoup d'entreprises change de paradigme où avant on était très opaque et tout ce qui vaut pas le coup d'être partagé à l'équipe ne l'est pas. Là où maintenant on se dit, dans ces entreprises-là en tout cas, et chez Youno on en fait partie, on part du principe que tout est accessible à tout le monde dans l'entreprise, sauf quand on voit un enjeu spécifique, il y a un sujet sensible RH, il y a un sujet financier complexe, mais sinon tout est transparent par défaut dans l'entreprise, et on va jusqu'à la transparence des salaires. Et la transparence des salaires, sans dire que c'est simple à mettre en place, elle porte des enjeux que je trouve très bons par rapport aux enjeux des entreprises aujourd'hui, qui est qu'on montre qu'on fait confiance, on change de paradigme dans le rapport au salaire, Hmm. et on a un outil de prévention des inégalités et de l'inéquité salariale qui crée beaucoup de frustration. Euh, Ça fait quelques jours que j'ai pas vu d'enquête, mais toutes les 2 semaines, il y a une enquête RH qui sort encore les inégalités, que ce soit homme-femme ou en fonction du diplôme ou autre. Quand vous avez la transparence des salaires, beaucoup plus difficile d'avoir des inégalités et inéquités qui soient pas régulées par l'équipe. Et donc, je pense que j'espère que c'est un sujet qui va continuer d'être médiatisé et d'inspirer les entreprises, parce que nous, on l'a mis en place en 2017. On a essuyé les plâtres parce qu'on n'avait pas beaucoup de modèles. Il y avait quelques Hmm. modèles inspirants, mais on savait pas comment faire. Donc au début, ça a été compliqué de bien faire les choses. Mais Hmm. jamais je reviendrai en arrière, malgré tout le temps que ça nous a pris, pour la valeur que ça crée aujourd'hui. Sans dire que notre modèle, il est parfait. Mais quand on veut avoir une culture RH où on montre qu'on fait confiance et où on veut pas infantiliser l'équipe, la transparence des salaires tire tous les autres sujets vers le haut. Parce qu'en fait, c'est lié à quoi? C'est lié à l'évolution, donc à la formation, c'est lié à la manière dont on fait des promotions dans l'entreprise, dont on fait des feedbacks, dont on récompense les managers ou les équipes avec du fixe ou du variable. C'est lié à quasiment tout. Donc j'encourage celles et ceux qui nous écoutent à s'y intéresser, ne serait-ce que pour s'inspirer de ça, pour voir comment faire évoluer sa culture, sans forcément viser la transparence des salaires Hmm. in fine. Ce que j'allais dire, c'est très lié en fait à la culture et à même à l'impact que vise, alors je sais pas si c'est l'équipe de management ou l'intégralité de la structure, de dire bah en fait on est suffisamment confiant sur ce qui est devant nous. En tout cas, on veut construire une entreprise dans laquelle j'imagine que la valeur transparence prédomine aussi dans le modèle. Oui. Je suis pas Oui, sûr que toutes les. sinon la transparence des salaires, ça marche pas. S'il n'y a pas une Bah oui. culture de la transparence, là c'est warning, il faut pas y aller parce que ça va Mm. cristalliser des tensions qui existaient déjà, et Mm. je pense que ça fera des dégâts, et je suis même pas sûr que ça crée de la valeur. Ok, super clair. Bah écoute, c'est super riche. Enfin, merci beaucoup Pierre pour toutes ces infos, ces insights. Moi j'ai une question un peu plus sur toi, ton parcours. Tu es revenu là, rapidement dessus. Comment tu te formes sur tous ces sujets? Alors j'imagine que tu apprends en faisant puisque tu DRH, donc tu manipules un petit peu cette matière toute la journée. Est-ce qu'il y a des routines que tu as mises en place, des rituels dans ta semaine? Tu fais
l'intention de prendre du temps sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des modalités d'apprentissage, toi, que tu privilégies par rapport à d'autres? Alors j'apprends déjà pas mal en faisant parce que j'ai jamais vraiment été formé au métier de DRH et le peu de formation que j'ai eu c'était très universitaire et ça marche pas dans le monde de l'entreprise. Donc j'ai appris en faisant, mais dès que j'ai été confronté à des sujets un peu complexes, par exemple la transparence des salaires, mais bien avant des sujets déjà bien plus simples que ça, juste avec des pairs, euh, je me suis forcé parce qu'au début c'était pas facile à faire pour moi, mais à aller demander à d'autres RH plus expérimentés de me donner un peu de leur temps, parfois juste un déj, pour qu'ils me disent face à telle problématique comment ils ont fait eux et qu'est-ce qu'ils pensent que je devrais faire moi. Et en fait, ma seule routine aujourd'hui, qui est issue de ce temps-là, j'avais fini par monter un club RH, mais j'en ai rejoint un autre depuis. C'est j'ai un Slack où on est plein de DRH et où on se partage sans tabou les problématiques qu'on rencontre. Et chacun vient dire bah voilà moi ce que j'ai fait, voilà ce que je te conseille. Donc juste de l'échange et j'y vais tous les jours. Je gagne des heures et des heures Ok. avec ça. Ça, c'est ma routine principale. Et une autre que j'applique juste sur certains sujets un peu complexes, c'est que je me force, vu que tu le disais, j'écris beaucoup. Et en fait, l'un des avantages de faire ça, c'est que on peut écrire ou même faire une petite présentation à des collègues sur un sujet, pas dans le but de les informer eux, mais nous-mêmes d'apprendre plus vite et de consolider ce qu'on a appris. Donc des fois, je me force à me dire, tiens, je vais faire un article là-dessus, alors que j'y connais rien, et c'est ce qui me motive le plus à me plonger dans le sujet, à le décrypter en me disant je vais essayer de le rendre accessible. Alors que si j'avais juste lu et essayé par moi-même, je pense que j'aurais appris moins vite, j'aurais été moins motivé. Donc c'est lié sûrement à mes appétences et à ma personnalité. Mais essayer de transmettre, même quand on maîtrise pas, pour moi c'est le meilleur moyen d'apprendre avant même de mettre en pratique. Hyper clair. Et je te rejoins effectivement sur le fait de poser les choses par écrit. C'est, je pense. Alors moi, j'utilise beaucoup ça pour me souvenir de ce que je lis parce que je me rends compte que je consomme beaucoup d'informations et que je retiens pas un pourcentage énorme de ce que je consomme maintenant. Et c'est la nouveauté de l'année. Je me force à écrire les choses. Au moins des bullet points pour retenir ce qui se passe. Merci beaucoup pour ce partage-là. Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter? C'est quoi le moyen le plus simple pour te contacter? Sur LinkedIn, je réponds à tous mes messages. Ok, super clair. Bah écoute, j'ai une toute dernière question, mais avant ça, je voulais déjà te remercier parce que je pense qu'on a fait un premier tour de la question des enjeux actuels du learning, alors digital, mais même au sens large. Hein, tu l'as très bien décrit. On a parlé aussi un petit peu de la semaine de 4 jours et puis des enjeux actuels du future of work. Moi, il y a une question que je pose à tous les invités. Est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander, un invité, un prochain invité qu'il faut absolument qu'on reçoive sur ces enjeux du learning au sens large, soit un parcours qui peut être inspirant ou quelqu'un qui a une expertise particulière sur de la pédagogie ou la mise en place, un retour d'expérience qui pourrait intéresser nos auditrices et nos auditeurs. Alors, en espérant que tu as pas déjà reçu, j'ai regardé les derniers invités, mais il y a beaucoup d'épisodes. En fait, je pense à deux personnes qui ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est Antoine Amiel, qui est le DG de Learn Assembly et qui a Oui, une vision sur la pédagogie, mais aussi sur l'organisation du travail. Euh, je trouve, à chaque fois que je discute avec lui, je me dis, oh, il a un temps d'avance incroyable. Donc, dans mes goûts, je pense que c'est quelqu'un à qui tu devrais poser ces questions-là. Et je serai le premier à venir vite écouter l'épisode pour voir très bien. qu'est-ce qu'il répond. Et l'autre personne qui a un rapport différent à l'apprentissage et qui est beaucoup aussi sur le future of work, c'est Virgile Ringard, qui est un ancien DRH et Mm. qui a monté sa boîte sur les salaires du marché dans les startups et qui fait les choses comme quasiment personne fait, mais pour de bonnes raisons. C'est le genre de personne avec qui, quand tu discutes, au début, t'es pas d'accord, puis quand tu as entendu sa version, finalement, tu es d'accord et tu dis ah ouais, je l'avais jamais vu comme ça, et ça me fait ça une fois sur deux à chaque fois que je discute avec lui, donc je pense que ça vaut le coup d'inviter ce genre de profil. Bon, écoute, tu les as très bien vendus et pour tout te dire, ils étaient un peu dans mon tableau de chasse. Je les ai pas encore. Donc tu me fais une bonne excuse pour lancer les invitations. Merci beaucoup pour ça, Pierre. C'est effectivement deux personnes que je les connais pas, mais en les lisant, notamment sur LinkedIn, je trouve qu'ils ont un regard assez aiguisé sur ce qui se passe au monde du travail aujourd'hui. Exactement. Je te remercie encore une fois. C'était super riche. On a essayé de faire condenser et je pense qu'on a réussi. Euh, il me reste à souhaiter une très bonne fin de journée aux auditrices et aux auditeurs qui nous ont suivis jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode
Et je te remercie une dernière fois, Pierre. Je te souhaite un excellent week-end puisqu'on est vendredi soir. Ouais, bah merci à toi, Baptiste, pour l'invitation. Très intéressant et très bon week-end à toi aussi. Salut. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.